Alors, du coup, moi, je vais vous partager mon écran. Ça devrait être bon. Vous me dites si vous voyez. C'est bon. C'est OK, vous voyez correctement. Okay. Alors, du coup, c'est pareil. Moi, je vais le faire en 2 écrans. Comme ça me permet de vous voir. Et du coup, vous me verrez peut-être lever un peu les yeux parce que mon écran principal est au-dessus de l'écran où je vous ai en galerie. Alors déjà, j'étais ravie, moi, je suis ravie de pouvoir participer encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a des personnes qui n'avaient pas forcément participé à la première session. Oui, il y a un peu les deux. La plupart ont pu voir la première session. D'accord. Et certains non. Du coup, je pense que, enfin, je me trompe pas trop. Si jamais il y a des petites notions qui sont peut-être un petit peu plus floues, on peut vous arrêter et puis vous redemander Oui, bien quelques sûr. précisions. Exactement. On reste sur de l'interactif. Après, moi, ça m'intéresse toujours quand même qu'on fasse un petit tour de table comme ça pour être sûr d'avoir un peu les profils des uns et des autres. Hein. Mégane, du coup, peut-être que vous avez la vision de tout le monde. Donc oui. Alors, du coup, j'ai Cathy pour le village, pour la terre. Juste vous présenter un petit peu, donner le nom de votre structure et peut-être pour aiguiller un peu au dernier moment, mais pour aiguiller un peu peut-être Véronique sur la recherche de ce que vous... Oui, les attentes. Voilà, exactement. Merci. Cathy, du coup. On ne le voit pas. Ah. On entend le micro, mais c'est pas très fort. On vous entend pas ou alors. Non, moi j'entends pas non plus. Après, c'est pour le village pour la terre, c'est sûr, mais du coup. Village pour la terre, oui, c'est ça, c'est des allées que. On n'entend pas. Le micro est pas, oui. À la rigueur, est-ce que vous pourriez l'écrire peut-être dans le chat et puis du coup, je passe au. On va défiler dans la partie conversation et comme ça, on peut passer aux autres. Merci, Cathy. Monsieur Poujon, du coup. Oui. Oui, moi j'ai un gîte qui s'appelle la Closerie de l'Ange, qui est à Courpierre. Et c'est un gîte dans lequel il y a 4 chambres, 8 couchages. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le gîte existe. Ça fait pas très longtemps, ça fait juste depuis pas tout à fait 2 ans. Et voilà. Donc je découvre un petit peu l'ensemble des choses et je pense que il me reste encore pas mal de choses à faire. D'accord, merci. Pardon. Fabrice Rota. Oui, bonjour, donc Fabrice Rota, je suis le directeur adjoint du Centre Nature Les Quatre Vents. Les Quatre Vents situé sur les hauteurs de Courpierre, hein, déjà sur la commune d'Aubusson. C'est un centre d'hébergement à multiples facettes, hein, puisqu'on accueille aussi bien dans des petits cottages, en gîte, en dortoir, en chambre hôtelière. Et puis, cette structure appartient à la Fédération française de cyclotourisme. Donc, jusqu'à présent, nos tarifs étaient fixés un petit peu par le comité directeur de la Fédé, mais il y a une volonté de développement sur l'extérieur. Donc, cette formation nous intéresse particulièrement avec Nathalie, qui est pas très loin, qui est la directrice du centre. Ok, super. Jean-Patrick. Bonjour, Jean-Patrick Le Guenec, donc village de gîte de Goulapi, 6 gîtes, 50 places. Ok. Geneviève. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc Geneviève Savinel, j'ai un gîte dans un hameau de la commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, voilà, pour 5 personnes. Ok. Voilà, c'est tout. Alors, on va voir les participants. Tac, tac, tac. Marie.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, Marie Rodari, les chambres d'hôtes des Bois de Ravel, qui ont ouvert en mai de cette année. Donc, moi, voilà, cette formation m'intéresse beaucoup. Je n'avais pas assisté à la première, mais je l'ai vue en replay. Et forcément, elle tombe à pic puisque c'est le moment de faire le bilan de la saison et de mettre des choses, comment je pourrais dire, de réorienter ou pas des choses pour la saison suivante, puisque j'ai peu d'expérience par rapport à vous. Alors après Océane et avec Jean-Patrick sur la Goulapie, il doit manquer Caroline Bernier. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, du coup, Caroline, je suis gérante du Snack du Lac d'Aubusson d'Auvergne avec mon compagnon, mais il y a juste moi qui va participer à la formation. Et on est également repreneur de l'ancien restaurant Au Bon Coin qui devrait ouvrir l'année prochaine, en 2024. Donc, hôtellerie et restauration. Ok. Voilà. Ok. Super, parfait. Bon, bah, là, je crois que j'ai oublié personne, il me semble. Si quelqu'un a été oublié, vous criez très fort, vous levez la main. Ok, parfait. Bon, bah donc, oui, donc comme le disait Mégane, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si jamais il y a quoi que ce soit qui n'était pas très clair. Donc la dernière fois, on a vraiment parlé pricing, donc en gros, comment on définit son prix, sachant qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément tous la même ambition pour nos entreprises, et puis que ça influence aussi, bien sûr, la relation qu'on peut avoir avec nos clients, la typologie des hébergements fait que on n'est pas tous dans la même logique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est la façon de faire évoluer justement sa tarification dans l'objectif de l'optimiser, bien sûr. Alors, comme le disait Marie tout à l'heure, là, on est toutes et tous plutôt dans une période où on a un peu plus de temps que quand on est dans le rush de la saison. Donc, c'est un excellent moment pour faire le point sur sa saison estivale et début de saison ou que de saison. Et puis, justement, de positionner ces tarifs ou en tout cas de les optimiser pour l'année à venir pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur calendrier de réservation dans l'objectif, encore une fois, d'optimiser cette tarification. Alors, est-ce que j'arrive à faire circuler? Tour de table. On a fait faire évoluer, donc pour optimiser sa rentabilité, c'est fait. Et donc, je reprends un petit schéma qu'on avait vu la dernière fois, à savoir que sur le marché, on va retrouver une offre, en tout cas nos offres à nous, et une demande, celle de nos clients, sachant qu'interviennent là-dedans tout ce qui est notion de prix, de tarif, et tout ce qui est notion de part de marché, puisque en fonction de là où on se situe, du produit qu'on va proposer et de la gamme dans laquelle on va se situer, on a forcément à chaque fois différents leviers d'action en termes de part de marché. Alors, pourquoi il est important de faire évoluer ces tarifs? On est tous quand même petites ou grandes, mais en tout cas, on est tous chefs d'entreprise. Et quand on est chef d'entreprise, on a quand même une volonté première, c'est celle de pérenniser son activité. Donc, pour ce faire, ce qui est important, c'est d'optimiser sa rentabilité. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les tarifs, on les fait évoluer également pour répondre à un besoin client qui va, lui, aller choisir ce qu'il estime être le meilleur tarif pour un besoin donné. J'entends par là, j'ai envie de partir au sport d'hiver et je m'y prends au dernier moment.
mon comportement en tant que client ne sera pas exactement le même que je viens de finir les sports d'hiver de 2023, on est en mars et je suis en train de réfléchir à où est-ce que je pourrais aller l'année prochaine en 2024. Le contexte n'est pas le même, la pression du temps n'est pas la même, donc forcément le bon tarif ne sera pas le même en fonction des deux contextes. Donc, on va aborder ce qu'on appelle, alors en anglais, le yield management, mais on va aborder des notions de ce yield management. On verra qu'il peut être hyper poussé. Moi, j'aime bien, et c'est ce qu'on avait partagé avec Mégane, cette notion plutôt de dynamiser sa tarification, c'est-à-dire de ne pas proposer tout au long de l'année le même prix. Plutôt que le yield management qui parfois peut un peu interpeller. Et on l'a vu d'ailleurs sur le post de Benoît qui a partagé sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez vu les réactions. Quand on parle de yield management, on fait toujours un peu frémir ou réagir en tout cas parce qu'on assimile ça à des grosses structures. Donc l'objet, je le disais, c'était de faire varier son prix donc en fonction du comportement des consommateurs. Qui va être avec plus ou moins de demandes. Donc, j'entends par là, sur le marché, on va trouver plus ou moins de demandes en fonction des critères qu'on va considérer. Donc, on est au dernier moment, les gens n'ont pas réservé, on est sur un événement avec beaucoup de traction, on aura beaucoup de demandes. Par contre, la personne qui veut un week-end tranquille en plein mois de novembre, dans une zone plutôt rurale, a priori, en termes de concurrence, il n'y aura pas énormément de pression. Donc, le prix va aussi être adapté en fonction de ça. Donc, le prix, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et ce que j'appelle moi le juste prix, c'est justement cet équilibre entre l'offre et la demande et le prix qui va être à la croisée des chemins. Alors, je vais déjà vous poser une petite devinette parce que là, on parle de prix. Mais on parle de prix et on parle notamment de tarification dynamique parce qu'on a un point commun, nous, en tant qu'hébergeurs, avec des professions telles que fleuristes et poissonniers. Alors, à votre avis, quel est le point commun entre ces différentes activités ? Fleuriste et poissonnier, la fraîcheur du produit. C'est une très très bonne piste. Les autres, vous en pensez quoi ? La saison. Saison. Il peut y avoir la notion de saison, effectivement. Quelqu'un d'autre peut s'exprimer ? Oui, et puis la disponibilité du produit, c'est-à-dire que à un moment donné, il peut y avoir tel, je sais par exemple dans le poisson tel poisson et pas d'autre pour des raisons XY. Et chez le fleuriste, peut-être un peu. Alors, très clairement, on était vraiment sur la première idée. La réponse est effectivement le produit. Puisque quand on vend des nuitées, finalement, on vend une denrée qui est, entre guillemets, pour une nuitée, mais en tout cas, on vend une denrée qui est périssable. Pour une période donnée, vous l'avez bien compris, les nuitées ou les semaines que vous avez à vendre, si vous ne les avez pas vendues, vous ne pourrez pas les revendre sur la période suivante. Ma semaine 52, une fois qu'on arrive sur la semaine 52, je ne pourrai pas la vendre sur l'année qui va suivre. Donc, tout comme ces personnes-là, alors eux, ils ont aussi la thématique effectivement de l'approvisionnement. Mais nous, on part du principe qu'on a une capacité donnée et un nombre de nuitées ou de semaines à vendre selon la façon dont on va le faire. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à vendre le maximum de produits, donc de nuitées ou de semaines, avant que n'arrive la date d'échéance, donc la date limite de consommation de cette nuitée, à savoir, si je n'ai pas vendu ma nuit du 20 au 21, donc celle qui vient de se passer, ce n'est pas ce soir que je pourrais la proposer à quelqu'un. C'est fini, elle est passée, elle est donc périssable.
Est-ce que vous aviez déjà un peu cet état d'esprit par rapport aux produits que vous vendez? Oui, alors en ce qui me concerne, en partie, mais aussi il y a, alors c'est périssable, mais il y a aussi à un moment donné, on peut pas descendre au-delà d'un certain prix, sinon ça vaut pas le coup. Exactement. Alors c'est là où justement cette notion d'équilibre qu'on doit trouver, ça doit se trouver de toute façon au-dessus de quelque part ce qu'on pourrait appeler le prix de revient. Voilà. Oui. Il faut que quand on vend, ce soit pas à perte, ou à minima que ça couvre nos frais fixes, hein, quand on est sur cette démarche-là. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Après, bien sûr, il y a aussi des nuitées qu'on ne vend pas parce que nous, en tant que ressources humaines, on a besoin de se recharger. Mais bon, voilà, l'objet, c'est si j'ai défini que je devais vendre un certain nombre de nuitées ou de semaines dans l'année pour pouvoir avoir un business rentable et pérenne, si je ne les ai pas vendues, si la date arrive, je ne peux plus les vendre. Et donc là, on arrive à cette notion du prix d'équilibre. Donc effectivement, c'est ce qu'on vient d'aborder, hein, le bon prix, ce prix d'équilibre, il faut qu'il soit bon pour différentes personnes et en cohérence avec le marché. Donc il faut qu'il soit bon, bien sûr, pour le client hein, qui va acheter. Et donc là, on reprend un peu les thématiques qu'on avait abordées la dernière fois, à savoir avoir une bonne adéquation entre la valeur perçue et le prix que je vais demander pour ce que je propose. Et puis, il faut que ce soit aussi un bon prix pour l'entreprise. Effectivement, le bon prix pour le client qui serait trop bas par rapport à un coût de revient, par exemple, ce ne serait pas le bon prix pour l'entreprise. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a donc une quantité de produits à vendre. On a donc le tarif qui vient dans l'autre sens. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que plus le prix va augmenter, donc plus le prix augmente dans ce sens-là, plus la demande va diminuer. Et donc, l'objectif, c'est de trouver justement ce petit point au croisement qui va caractériser le point d'équilibre et donc le prix d'équilibre. D'accord ? Oui. Donc, comment on peut faire évoluer ces fameux tarifs de façon optimisée? Alors, je reprends cette notion de yield management et là, je suis plutôt sur cette partie-là. Vous l'avez déjà vu et vous l'avez tous déjà testé sur des grosses structures type système de comparateur de prix, type grosse compagnie. Vous allez sur Internet. La première fois que vous allez regarder les possibilités, vous tombez sur un tarif. Sur votre ordinateur, il y a un petit cookie qui dit cette personne-là, elle est intéressée par ce produit-là. La deuxième fois que vous allez vous présenter, si on est à peu près sur le même créneau de temps par rapport à la date limite, en général, il risque de vous le présenter un peu plus cher parce qu'il s'est rendu compte que ça vous intéressait quand même vraiment beaucoup, ainsi de suite. Donc là, c'est des systèmes de logiciels qui vont aller regarder votre comportement et votre demande, vous en tant que consommateur et toutes les personnes qui vont se connecter sur ces plateformes-là. Et ce qui fait qu'on observe que dans un même avion, un même hôtel, et donc dans toutes ces structures qui utilisent des systèmes très poussés, on se rend compte que pour un même produit, tout le monde n'aura pas payé le même tarif. On regarde dans un avion, même dans une classe, dans une même classe, tout le monde ne paye pas son billet d'avion le même prix. Voilà. Donc, les compagnies aériennes ou les trains ou les grandes chaînes hôtelières, elles ont des logiciels qui vont optimiser quasiment en temps réel en fait vos tarifs. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous ne pouvez pas vraiment interpeller, on va dire, un réceptionniste s'il n'est pas devant son ordinateur. Il va avoir du mal à vous dire à quel tarif je vends telle nuit à un instant T. Lui, il va filer sur son PMS.
pour aller regarder en fonction de votre profil, de la compagnie ou de l'entreprise éventuellement que vous représentez, c'est quoi votre tarif pour vous à l'instant T. Nous, à notre échelle, parce qu'on n'a pas ni les moyens de se payer ce genre de logiciel, mais surtout, on n'a pas la data nécessaire, donc le nombre de données nécessaires pour aller alimenter ces super calculateurs de comportement, hein, puisque vous imaginez bien que là, on est sur de l'intelligence artificielle pour aller calculer, voilà, qu'est-ce que je présente à cette personne-là. Nous, à notre niveau, on a besoin quand même, malgré tout, de quelques indicateurs pour pouvoir faire fluctuer nos tarifs. Donc, parmi les indicateurs qui nous sont quand même relativement facilement accessibles, il y a le premier qui est d'aller identifier dans le calendrier quels sont les événements majeurs locaux qui vont générer de la demande. Alors, les salons, les rassemblements, voilà, des dates un peu clés, des saisons. Donc, j'en arrive au deuxième point qui est la date clé type les vacances scolaires, les fêtes, hein, la Saint-Valentin, la fête des mères, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui nous est plus particulier à chacun, c'est quel est le comportement d'achat de nos clients. Moi, j'ai des personnes que je croise et qui me disent, bah, moi, j'ai essentiellement du last minute, c'est-à-dire des gens qui m'appellent la veille pour le lendemain, voire ils sont dans leur voiture, ils ont repéré sur le GPS que j'étais à tel endroit et que ça va les arranger. Donc moi, je n'ai que du last minute. On peut aussi avoir des gens qui s'y prennent longtemps à l'avance, hein. Ça peut être par exemple de la location saisonnière. Les gens sont contents, ils ont quitté leur hébergement et ils se disent bah, tiens, l'année prochaine, on reviendrait bien au même endroit. Ça arrive voilà, dans certaines zones, notamment très touristiques. Et puis après, il y a aussi qu'est-ce qui est le plus vendu? Est-ce que c'est de la nuit seule? Est-ce que c'est de la nuit avec du repas? Est-ce que c'est du séjour court, long, etc. Et puis également, les conditions que les gens vont aimer acheter chez vous. Notamment cette fameuse condition d'achat NANR, donc non annulable, non remboursable, sous réserve d'avoir bien sûr un tarif hyper attractif par rapport à de la flexibilité, sachant qu'aujourd'hui, avec le contexte Covid qui est derrière nous, c'est vrai que le non annulable, non modifiable, non remboursable, aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus frileux aussi parce qu'ils se disent on ne sait jamais, si jamais il y avait quoi que ce soit qui arrivait, ça a rallumé une petite alerte dans leur tête. Autant avant, c'était je prends du bas prix et puis voilà, c'est pas grave. Autant là, on leur a rappelé que parfois, il y a des événements qui peuvent arriver. Bon, là, malheureusement, on a aussi tout ce qui est catastrophe climatique, hein, le vent, les inondations, etc. Donc, les gens se rendent compte que peut-être le NANR, il y a quand même un risque. Donc, il faut que le tarif soit hyper attractif pour prendre le risque. Après, on peut aussi aller regarder ce qui se fait chez nos concurrents hein, en termes de propositions. Et puis, ce qu'il faut qu'on connaisse particulièrement bien, et là on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quoi mon prix de référence? C'est-à-dire c'est quoi le niveau de tarif que je ne veux pas, que je ne veux pas aller dégrader pour pouvoir proposer une offre à mon client. Est-ce que pour vous, c'est clair, ces sujets-là? Oui, oui. Alors, ça m'intéresse aussi de savoir chez vous comment vous fonctionnez par rapport à justement les tarifs. Est-ce que vous ne changez pas vraiment et vous avez pour une catégorie de produits toujours le même tarif, plus ou moins, voire un seul tarif, quels que soient les produits, si vous avez un seul niveau d'hébergement ou autre. Est-ce que vous baissez en basse saison ou est-ce que vous montez en haute saison? Est-ce que vous pratiquez ces façons de fonctionner de last minute ou de early booking? Est-ce que, et là c'est plutôt pour peut-être les chambres d'hôtes et éventuellement les gîtes, vous mettez en place des minimums de séjour du style seulement minimum 3 nuits en été ou pas moins de 15 jours en été ou au contraire
on fait du midweek en hors saison parce que ça nous permet quand même d'avoir du monde ou du week-end hors saison? Est-ce que vous faites des packages avec autre chose et est-ce que vous proposez des réductions ou remises? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table là, du coup? J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient apparues dans la conversation. Mégane, si vous pouvez me… Oui, alors, du coup, pour donc le centre des 80, il y a 2 grilles tarifaires selon les saisons. D'accord. Et après, du coup, je laisse à chacun le soin de prendre la parole directement. Ouais, Ou si, voilà, si jamais vous voyez que le micro est pas top, vous pouvez aussi l'écrire. Marie Desbois de Ravel, donc chambre d'hôte, garde les mêmes tarifs toute la saison. Je fais un pourcentage à compter de la 3e nuit. D'accord, donc du dégressif sur du séjour long, long pour chez nous, voilà. Oui. Ok. Qui va intervenir? Alors, je peux. Moi, je pratique un tarif le même pour toutes les saisons et je fais une réduction à partir d'une semaine. À partir de Geneviève, j'ai pas entendu moi là. Je pratique le même tarif pendant toutes les saisons. Enfin, toutes les saisons, basse et haute saison. Et par contre, je fais une réduction sur mon tarif à la nuitée à partir de cette nuitée, par exemple. D'accord, donc du dégressif pour des séjours longs. Ok. Voilà. Pour les autres? Alors, pour le village de Goulapi, nous, on a 4 tarifs en fonction de la saison. On a élaboré un tarif en fonction du nombre de jours. Oui. Un pourcentage par rapport au prix de la semaine. La première journée étant beaucoup plus chère que quand il y a 2 jours, que quand il y a 3 jours, et ainsi de suite. Voilà. Et quand ils prennent plusieurs gîtes, on est village de gîtes, il y a une remise en rapport avec le nombre d'espaces de gîtes qu'ils prennent. D'accord. Donc, vous êtes sur du dégressif, de la remise volume, j'allais dire, et puis vous fonctionnez aussi en haute, basse, moyenne et très haute saison, du coup. D'accord, ok. Bon, c'est bien. Là, déjà, on commence à voir que ça se dynamise, là. Ok. Après, bon, moi, au niveau du gîte de la Closerie de l'Ange, encore une fois, je débute. J'ai commencé avec un tarif fixe. Et puis, là, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule dans le sens où, compte tenu de l'évolution des coûts énergétiques, pour l'hiver, bizarrement, je compte un petit peu plus cher presque que l'été, parce que pour moi, il y a des il y a des frais de chauffage qui sont plus importants. Et là où je suis surpris, c'est que le fait d'avoir augmenté mon tarif tout de suite, et du coup, je l'ai laissé pour les mois à venir. Par exemple, j'ai une réservation pour août, là tout de suite, 2024, c'est passé la semaine dernière parce qu'il y a un événement qui va se dérouler à Courpierre. Et les personnes, du coup, sont parties sur le tarif, j'allais dire, le plus élevé que je faisais par rapport à l'été. Bon, tant mieux pour moi. Mais donc, je me pose vraiment des questions. J'arrive, voilà, moi, ma problématique, c'est de dire, est-ce que le tarif que j'ai fixé au départ, parce que je l'ai fixé en regardant un petit peu ce que les personnes faisaient à droite à gauche, en étant un petit peu dans la même catégorie, si je puis dire, de gîte que le mien. Donc, je me suis dit, bon, voilà, moi, je vais me stabiliser là. Et je ne sais pas si, j'ai pas assez de recul pour ça, pour déterminer s'il y a une influence ou pas. Voilà, moi, déjà, le tarif de base, j'arrive pas à le situer vraiment. Si je suis Pour moi, je suis pas très cher et je pense que je peux augmenter, mais je me dis, est-ce que c'est justifié ou pas? Voilà, c'est déjà au départ de dire quel est mon positionnement de base
pour pouvoir après, effectivement, et je comprends tout à fait que ce soit intéressant de fluctuer, je vous suis complètement, en fonction des éléments, voilà, enfin des différents critères que vous avez donnés, c'est très juste, mais déjà, enfin, moi, ce qui me concerne, parce que j'ai pas assez de recul, c'est de me situer dès le départ. Voilà. Oui, alors c'est vrai que je comprends que quand on débute, ce soit pas forcément évident. Après, ben là, on le voit très bien, hein, vous avez un tarif qui est plus élevé, les gens le prennent quand même. Ça donne aussi une indication, hein, si je reviens sur ma précédente slide. Tac, tac. Ça veut dire que là, au niveau du prix, vous pourriez, vous voyez cette ligne qui est là, Ouais. peut-être que le prix, il est ici, en fait, pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Peut-être que vous êtes légèrement en dessous. Alors, ce qui peut être toujours intéressant aussi, c'est éventuellement, sur les premières années, d'un petit peu augmenter le tarif qui serait le vrai tarif, c'est-à-dire celui que vous pourriez avoir dans 3 ans. Et par contre, d'annoncer clairement que en tarif de lancement, sur la première ou les 2 premières années, vous allez être un petit cran en dessous. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous habituez votre clientèle à c'est quoi la vraie valeur de cet endroit ou de vacances à cet endroit. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, à aller voir les slides de la précédente session. On travaille vraiment la valeur perçue. C'est toujours plus facile de dire, bon, ben voilà, maintenant, on n'est plus dans le tarif lancement remisé parce que je suis dans ma 3e année d'activité, que de brusquement dire, bon, bah, à partir de 2024, je vais augmenter mes tarifs de X euros ou de X %. Il faut bien se dire que nos clients, ils ont besoin d'avoir, et c'est à nous de les éduquer, ils ont besoin d'avoir l'information aussi de si je veux aller à tel endroit, dans tel type d'hébergement, ça coûte telle somme. Que la personne soit débutante, pas débutante, hyper experte, on est vraiment dans c'est quoi la valeur de cette expérience à cet endroit. Donc, ça peut toujours être intéressant. Et donc, je reviens à ma diapo et c'est pour ça que je posais la question de est-ce que vous baissez en basse saison ou est-ce que vous montez en haute saison? La bonne façon de faire, c'est de monter en haute saison et d'avoir fixé son tarif de base, entre guillemets, sur justement, pour nous, sur la basse saison qui est finalement celle qui coûte cher. Oui. Donc, ce qui fait qu'en basse saison, vous couvrez vos frais. En haute saison, bah, vous faites du bonus, de la trésor, pour de l'investissement, pour de la formation, etc., etc. Donc, plutôt que d'être je vais baisser en basse saison parce qu'il y a moins de monde et j'aimerais quand même avoir un peu de clients chez moi. En fait, quand je baisse, je reviens à mon niveau mini de tarif pour couvrir à minima, on va dire, ces frais fixes et un petit peu de mou. Je comprends. Hein? En tout cas, moi, c'est ma reco et jusqu'à présent, c'est vrai que en fonctionnant comme ça, l'intérêt, c'est que on dégage aussi assez rapidement et dès les premières années un petit peu de rentabilité, ce qui permet justement d'actionner, et notamment quand on débute, hein, ça peut permettre plus rapidement de mettre une chambre supplémentaire en activité quand on est en chambre d'hôte ou de construire un nouvel hébergement, bungalow ou lodge ou autre, ou d'apporter un service supplémentaire parce que dès les premières années, on va aller chercher un petit peu de rentabilité. On ne demande pas à être multimillionnaire, hein, mais ce qu'il faut, c'est que dès le départ, on puisse amorcer le fait d'avoir un peu de mou pour améliorer l'expérience client ou pour se faire plaisir en tant qu'entrepreneur ou augmenter l'attractivité de son bien si à un moment donné, on a envie aussi de se dire, bah, tiens, je lance une affaire et au bout de 5 ans, j'ai envie de la vendre, il va falloir assez rapidement actionner la partie justement rentabilité. D'accord. Alors, là, ça permet justement d'illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure.
ce que j'appelle moi le prix mini. Hein, on est ici sur cette petite ligne-là. On est sur ce qui va couvrir, ben voilà, on est en hiver, dans nos territoires, on coûte cher en hiver, hein, on le sait, il faut chauffer, on a un petit peu moins de fréquentation, etc. etc. Donc, on perd sur le chauffage, on perd aussi éventuellement sur les appros, parce que quand on achète un produit et qu'on le partage sur X personnes, c'est toujours plus intéressant que quand on l'achète et qu'on a… moi, je prends en chambre d'hôte. Hein, vous allez chercher votre pain chez le boulanger, la baguette, que vous soyez 1 ou 3, voilà, la baguette, vous ne la lissez pas de la même façon sur le nombre de convives. Donc, le prix mini, c'est celui-là et un petit peu de mou. Après, vous avez au-dessus ce que j'appelle le prix maximum acceptable. Et là, je reviens sur la précédente formation, c'est le prix que les clients sont prêts à payer pour un hébergement tel que le vôtre. Donc là, vous l'avez décrit tout à l'heure, les gens viennent, c'est en été. Normalement, en été, vous devriez faire un petit peu moins cher. En fait, vous vous rendez compte que même à ce tarif-là, ils achètent. Donc, ça veut dire que votre prix mini, il pourrait un petit peu être au-dessus. Parce que finalement, vous vous rendez compte qu'ils acceptent un petit peu au-dessus. Oui. Et puis après, ma courbe que j'ai tracée avec mes petites mains pas très agiles sur l'outil. Donc là, on a la courbe d'évolution possible du prix en fonction ici de la ligne du temps. Donc le point orange, c'est la date de séjour. On est loin de la date de séjour, il n'y a pas trop de demandes. Je vais être à mon prix à peu près mini sur ce que je vais vendre. Alors le prix mini, il peut être aussi un prix mini sur une saison, hein, parce que là, on est encore une fois sur du yield. Donc, on va aussi dans les saisons pouvoir aller mettre de la dynamique. Ensuite, je vais commencer à m'approcher de ma date de séjour. Donc là, je me dis, les gens, ils vont de plus en plus avoir envie de se projeter dans des vacances. J'augmente jusqu'à ici. Bon, je sais, au-delà de ça, les gens, ils n'ont plus envie de payer plus cher pour pouvoir venir chez moi. Et puis ensuite, on va commencer à s'approcher de la date de séjour. Donc, je vais quand même avoir potentiellement de moins en moins de monde qui ont envie de venir chez moi parce que les gens, ils ont déjà réservé ailleurs. Donc, on descend. Et puis, à un moment donné, j'en ai quasiment plus qui ont envie de venir chez moi et je reviens à mon prix mini. Alors, comment je peux dynamiser mes ventes? J'ai 2 moyens. Ici, je suis loin de la date du séjour, je vais pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le early booking. Donc, pouvoir proposer des tarifs attractifs, plutôt bas, mais qui vont aller booster. Parce que les gens, ils savent que s'ils attendent un peu trop, la même chambre, ou le même hébergement, il va avoir un tarif un peu plus élevé. Et puis, s'ils attendent encore un peu trop, ils vont avoir à le payer au maximum parce que de toute façon, ça sera le tarif. Et peut-être ils ne prendront pas le risque d'attendre de le voir redescendre parce qu'après, ils n'auront pas le choix de l'hébergement ou ils viennent à plusieurs, il n'y aura plus la capacité, etc., etc. Donc ça, c'est un premier moyen d'aller dynamiser vos ventes. Il y a un deuxième moyen, c'est celui quand j'approche de la date du séjour et le last minute, on l'actionne aussi parce qu'on a justement une denrée périssable. C'est aussi ce que vous voyez dans les commerces. Hein, à 19h, à partir de 19h, la baguette, machin, elle est à X% de réduction parce que le boulanger, il sait très bien qu'à une demi-heure de la fermeture de sa boutique, s'il n'a pas vendu, il ne vendra pas. Demain, il le mettra dans un sachet. Ça vous fera de la chapelure ou des croûtons pour la fondue. Mais en tout cas, il ne le vendra pas au tarif de sa baguette. Donc, le last minute, c'est à nouveau un moyen d'aller faire du push et d'aller inciter les gens à acheter. C'est aussi un moyen de capter cette clientèle qui s'est de plus en plus développée, justement, de last minute, qui est à l'affût de bonnes affaires ou qui n'a pas envie de planifier parce qu'aujourd'hui, on se laisse porter par le temps, par les événements et on se dit, tiens, moi, aujourd'hui, j'ai posé un jour de congé, je verrai bien où je partirai et j'attends le dernier moment. S'il tombe sur une offre de votre part
avec un tarif hyper attractif, il va se dire, bah, tiens, ouais, pourquoi pas, cet endroit, c'est sympa. Normalement, ça coûte, je ne sais pas combien, 175 €. Là, je me rends compte que c'est à 130 ou 140. Bon, bah, ça doit être sympa, quoi, parce que j'ai quand même une différence attractive pour finalement le même produit. Par contre, il faut que je parte demain ou après-demain et que mes valises soient prêtes. Véronique, pour le last minute, il y a un comment dire? Du type, est-ce que c'est jusqu'à, 48 heures avant le séjour, 72 heures, 1 semaine? Est-ce qu'il y a Alors une ça, «règle» entre guillemets ou chacun c'est en ça que le comportement, enfin connaître le comportement de ces consommateurs, c'est important. Un hôtel qui est pas loin d'une gare et qui sait qu'il fait que du last minute, il va pas s'embêter à aller, casser ses prix, en fait. Il fait du last minute en tant que réservation. Si les gens sont prêts à payer, même au dernier moment, le prix fort, il ne Oui, s'embêtera pas à aller casser ses prix. c'est sûr. Par contre, un endroit qui est un petit peu plus isolé et qui sait qu'il va peut-être avoir du mal à remplir, il se dira peut-être moi sur la dernière semaine, je vais casser mes tarifs. OK, donc ça dépend de OK. Ça dépend vraiment du comportement des consommateurs, ouais. OK. Autre chose, ça m'est sorti de l'esprit. Autre chose, ça va me revenir. Oui, autre chose. Quand on fait du early booking ou du last minute, c'est pas je saisis dans mon planning de réservation le tarif à prix cassé ou le tarif remisé. C'est j'ai dans mon système de réservation un tarif classique. La personne, quand elle fait une requête sur cette date-là, elle voit s'afficher les 2 tarifs et du coup, d'un point de vue marketing, elle est attirée par le tarif prix cassé. Parce que la personne, elle ne va pas s'embêter à aller voir combien habituellement vous vendez vos chambres, même si dans votre texte, vous avez mis tarif entre telle somme et telle somme. Il faut lui prémâcher tout pour qu'il ait l'impression de faire l'affaire du siècle. Ensuite, alors là, on avait l'évolution, le précédent, hein, c'était l'évolution en fonction de la date du séjour. Donc là, voilà, on s'en rapproche et on peut aller faire jouer du last ou du early booking. Après, il y a une autre façon de faire évoluer ces tarifs, hein, c'est ce qu'on a vu avec Jean-Patrick, c'est tout ce qui est niveau d'activité. Voilà, haute, moyenne, basse, voire très haute saison. Donc là, il s'agit d'aller prendre son calendrier et en fonction de là où on se situe, d'aller positionner. Alors, comme ici, hein, là, c'est les périodes de vacances scolaires. Là, ici, je sais que si je ne suis pas très loin d'une zone, d'une autoroute ou d'une zone de passage, je vais peut-être avoir des gens qui vont faire des haltes sur leur trajet. Là, le 30 et le 31, il y a le réveillon du Nouvel An. Donc, je peux encore mettre sur une période donnée de vacances scolaires des petits points où il va y avoir encore plus de demandes. Et encore une fois, tout dépend aussi et de vos clients et de vous, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas du tout envie d'avoir des gens qui viennent que pour une nuit à la veille du 31 décembre, il ne faut pas mettre les petits points par ici. Si par contre, vous êtes un hébergement ou un hôtel, un petit hôtel qui peut accueillir des gens tout le temps, qui n'a pas forcément de proposition de réveillon de Noël ou une offre où il va y avoir une bonne marge sur les 30 et 31, je vous conseille vivement de mettre en avant le fait que vous allez pouvoir accueillir des gens, même pour une nuit le 31. C'est très recherché. Donc ça nécessite d'aller regarder son calendrier et d'aller positionner les différentes périodes en rouge, en vert, en orange, en rouge foncé pour la très haute saison, pour aller voir comment vous allez aller définir vos niveaux de tarifs. Et encore une fois, je vous le redis, la basse saison, c'est le tarif mini avec un peu de mou, ce n'est pas un tarif dégradé en dessous de la courbe.
Donc là, on a vu qu'il y a des personnes qui fonctionnent en 2 ou 3 saisons ou pas du tout. Mais je vous incite quand même à avoir au moins 2 niveaux de saison. C'est toujours quand même intéressant de pouvoir moduler un peu entre à minima haute saison et basse saison. C'est quand même un moyen, encore une fois, puisque moi, ma reco, c'est de vous dire, vous montez un peu sur la haute saison. C'est quand même un moyen de, assez rapidement, et surtout pour les nouveaux, de se dire, assez rapidement, je peux dégager de la rentabilité. On peut intervenir sur un calendrier en changeant, par exemple, pour une semaine, le tarif. Enfin, moi, j'ai pas le recul par rapport à ça. Tout à fait. En fait, vous restez maître et vous pilotez vos plannings, sauf quand vous faites partie de fédérations qui peuvent effectivement vous dicter les pratiques un peu généralisées. Mais vous, en tant qu'hébergeur, vous faites ce que vous voulez. Il y a des chambres d'hôtes qui, par exemple, vont vous dire, moi, les vendredis, samedis, c'est plein pot. Et le reste de la semaine, c'est un autre tarif. Il y en a qui vont aller travailler sur des tarifs sur des périodes données sans distinguer week-end et autres. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir, je ne sais pas, qui ont envie par exemple de se préserver un jour dans la semaine et qui se disent, bah, moi, moi, le dimanche soir, je n'ai pas forcément envie d'avoir du monde, je préfère avoir mon dimanche après-midi. Bah, les gens qui veulent venir le dimanche soir, je mets un tarif plus élevé. D'accord. Je ne savais pas qu'on avait la main comme ça aussi facilement. Mais parce que après, il y a aussi cette problématique, alors c'était quelque chose que je voulais aborder comme sujet, en fonction des plateformes, si on est à plusieurs endroits, de pouvoir gérer un calendrier qui est sur une plateforme, puis sur une autre, etc., à 3-4 endroits différents. Alors, c'est pour ça que fixer ses tarifs, c'est bien de le faire là quand on n'a pas trop d'activités, mais c'est quand même quelque chose qui demande du temps. J'allais dire, souvent, alors je prends souvent l'exemple des chambres d'hôtes parce que je le connais bien, puisque moi je suis moi-même propriétaire de chambre d'hôtes, mais souvent c'est une reconversion et on est très focus sur l'activité accueil, hébergement, etc. Mais en fait, derrière ça, il y a quand même une activité une casquette en tout cas de chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise, fixer ses tarifs, les bons tarifs, et puis avoir une stratégie derrière tout ça. Oui, ça prend du temps. Et comme vous le dites, derrière, il faut pour nous gérer des plannings. Après, avec les outils qui sont proposés notamment par la Maison du Tourisme, c'est vrai que c'est quand même intéressant, même si on est encore très papier, on se prend un calendrier papier, on va mettre nos zones, on se note dans un petit coin du temps au temps, ce sera tel, vous voyez, 2-3 niveaux de tarif, on se le note et puis on reprend ça à tête reposée. C'est un exercice, très clairement. Moi, je l'ai proposé dans le cadre d'associations de propriétaires d'hébergement. On se prenait comme ça des après-midi pour justement travailler et un peu se motiver à faire le job, parce que c'est un peu fastidieux, c'est un peu répétitif, etc. Mais par contre, derrière, encore une fois, on optimise vraiment et les ventes et la rentabilité. D'accord. Alors, je vous prends l'exemple particulier de l'insolite, puisque très souvent, eux, ils ont quand même un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent du nôtre. On est très souvent sur un tarif qui est plutôt un tarif élevé, avec des tarifs qui vont augmenter ou des conditions qui vont se durcir sur des périodes de forte attractivité. Typiquement, aujourd'hui, vous avez envie d'aller passer le 31 décembre ou la Saint-Valentin dans une bulle ou dans une cabane avec un spa, jacuzzi, etc. Vous pouvez avoir du x3, x4 par rapport aux tarifs classiques en semaine et en hors saison. Donc, pour l'insolite, j'allais dire, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, on est encore sur un autre mode de fonctionnement parce qu'on a
encore une forte demande et que la loi de marché fait que l'hébergeur, il a un peu carte blanche sur ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai des amis qui ont des cabanes spa dans le Quercy avec un taux d'occupation qui est à plus de 100%. Hein. Je pense que s'ils arrêtent l'activité, ils ont encore de quoi remplir pendant 2 ans, rien qu'avec les bons cadeaux et ce genre de choses. Et en été, par exemple, vous ne pouvez pas louer pour moins de 5 jours. Et on est sur des nuits à 300 € la nuit, quoi. Oui. Mais voilà, ils ont fixé leurs conditions, ils sont sur de l'insolite et ça ne pose pas de problème pour eux. Voilà. Et donc, s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, ça peut être aussi une façon de fonctionner encore un peu différente. Mais bon, on pourra faire une thématique spécifique si on voulait être sur cette thématique-là de l'insolite. Alors, après, ce que je voulais voir avec vous, c'était aussi ce point de, encore une fois, hein, l'objet, c'est d'améliorer sa rentabilité, mais c'était aussi de sécuriser ses réservations. On se rend compte qu'on peut avoir des leviers qui peuvent être, par exemple, de proposer des packages ou on sait que derrière le package, il faut quand même faire attention à être toujours dans la loi. On n'est pas organisateur de voyage, donc derrière package, il n'y a pas tout et n'importe quoi de possible. Hein. On ne peut pas aller mettre dans le package une location de bagnole, je sais pas, une activité à gauche, à droite. Tant qu'on n'est pas organisateur de voyage, ce n'est pas possible. Par contre, au travers de la Maison du Tourisme, encore une fois, et je ne suis pas sponsorisée par la Maison du Tourisme, on peut travailler avec eux pour justement mettre en place des séjours un peu plus packagés que ce qu'on pourrait faire nous. En tout cas, quand on ne peut pas le faire nous, c'est toujours intéressant. Donc, les repas, les activités sur place, la privatisation, etc., c'est toujours des choses qui sont intéressantes parce que ce n'est pas si fluctuant et volatile que ça. Après, vous pouvez aussi proposer des séjours donc de plusieurs semaines consécutives, de plusieurs nuits. Ça, c'est aussi un moyen d'avoir un peu plus de rentabilité. Vous êtes sûr avec une réservation que vous bookez la moitié de votre calendrier. C'est toujours mieux que d'aller chercher 10 clients pour aller vous remplir vos nuits. Vous pouvez également travailler sur les conditions de réservation et d'annulation. Donc, on a vu le last booking, le NANR, le early booking, le last minute et le early booking. Et puis, vous pouvez derrière ça définir des conditions d'annulation. C'est-à-dire, vous pouvez réserver longtemps à l'avance un tarif préférentiel. Par contre, attention, c'est plein pot, ça peut être paiement à la réservation de l'intégralité du séjour, donc ça vous permet d'avoir de la trésor, éventuellement y compris en hors saison, ce qui est toujours intéressant. Vous pouvez faire moduler aussi vos conditions de réservation et d'annulation en fonction de vos tarifs. Ce n'est pas parce que vous mettez une réservation annulable jusqu'à une semaine sans frais que quand vous êtes sur du early booking et last minute, vous devez appliquer les mêmes conditions. Bien au contraire. Parce que vous faites l'effort de leur proposer un tarif préférentiel, vous pouvez aussi durcir vos conditions de réservation. D'accord. Vous pouvez bien sûr proposer des remises et je vous y invite fortement à une population donnée. J'entends par là, vous avez une entreprise pas très loin qui peut vous amener des clients régulièrement. Vous avez une newsletter sur laquelle vous avez envie de communiquer, de partager vos beaux plans, vos actualités. Vous avez un programme de fidélisation qui est en place. Vous voulez quelque part remercier ces gens-là pour leur fidélité. Offrez-leur des remises et même incitez-les à faire profiter leurs proches de la remise. Eux, ils ont l'impression que vous leur faites un super cadeau, mais quelque part, vous avez un ambassadeur convaincu qui va en plus vous rapporter de nouveaux clients. Donc, vous donnez 10% à votre clientèle fidèle, dites-leur, si vous avez des amis qui sont intéressés par
notre territoire par le fait de visiter l'Auvergne, qui ne connaissent pas encore le livret d'oie Forez, je vous incite à leur partager votre petit code, votre code de réduction personnel. On sera ravis de leur en faire profiter. Eux, ils sont contents, ils vont en parler, c'est un super bon plan. Je vais te faire profiter de ma réduction. Souvent, c'est comme ça que c'est présenté. Et vous avez des gens qui vont bien parler de votre hébergement à leurs amis et à leurs proches. Et puis surtout, c'est une clientèle qui ne vous coûte rien en termes de marketing et en termes de communication. Pour la remise que vous allez faire, en général, ça coûte bien moins cher. Donc, n'oubliez pas qu'en marketing, la priorité, c'est de fidéliser sa clientèle. Ça coûte 10 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de garder un client qui est déjà dans la place. Et donc, on en arrive à la fin de cette présentation. Donc, moi, ce que je vais vous proposer de faire pour avancer sur le sujet, c'est déjà d'aller regarder ce qui existe sur vos systèmes de réservation et vos PMS pour ceux qui pourraient avoir des choses un petit peu plus grosses. Il y a déjà un certain nombre des options que j'ai évoquées dans la présentation qui sont disponibles, par exemple, sur les systèmes, sur le Open System qui est proposé et là, à voir avec Christophe pour cette partie vente en ligne. Le last minute, le early booking, vous pouvez aller travailler ce type d'offre avec des conditions jusqu'à X jours avant le séjour, un mois avant le séjour, dans la dernière semaine avant la date du séjour. Et l'intérêt, c'est que quand c'est bien paramétré, c'est des tarifs qui n'apparaissent que pour la période donnée. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui veut faire une réservation 3 jours avant d'arriver et que vous aviez, vous, un tarif qui était jusqu'à une semaine, ce tarif-là, il n'apparaîtra pas. Par contre, il aura la suggestion, s'il s'y prend un petit peu avant, de vos différents tarifs, c'est-à-dire celui de base, celui remisé, celui avec une activité, etc. Ce que je vais vous inviter à faire aussi, c'est d'analyser le comportement de votre clientèle. Est-ce que habituellement, en mars, vous avez déjà plus ou moins rempli toute votre saison d'été, ou au contraire, est-ce que au 15 juin, vous ne savez toujours pas ce qui va se passer au mois de juillet? Donc là, forcément, vous aurez un mode de tarification qui ne sera pas exactement la même. Bien connaître son prix de base, ça c'est pour moi primordial. Ça, c'est la précédente présentation. À voir et à revoir, il faut absolument connaître, à minima, si je vends à ce tarif-là, est-ce que à minima, je rentre dans mes frais et j'ai un peu de mou pour moi? Parce qu'on a tendance aussi à oublier le temps qu'on y passe, parce que c'est un métier passion, qu'on aime l'accueil, etc. Mais il faut quand même que notre travail soit valorisé. Donc, si ça n'est pas fait, c'est compliqué après d'aller dynamiser. Ensuite, sur un calendrier, c'est le plus simple. Vous prenez un calendrier que va vous donner votre commerçant, votre banquier, votre assureur. Ils aiment bien ces grands calendriers là, et vous prenez vos plus jolis stabilos, pastel ou pas pastel en fonction de ce que vous aimez, et vous allez stabiloter les différentes périodes d'activité, et puis définir sur combien de saisons vous voulez fonctionner. Moi, je trouve que, comme le dit Jean-Patrick, le 4 saisons, c'est sympa. Ça permet vraiment de faire une belle dynamique dans les tarifs. Ça permet aussi à vos clients par exemple, de se dire, finalement, nous, la très haute saison, on n'est pas forcément obligé de venir à ce moment-là. On viendra peut-être en moyenne saison sur les queues de saison. Ça vous permet d'avoir aussi du monde qui vient à un moment donné où peut-être vous avez moins de monde. Alors que si c'est le même tarif tout le temps, il n'a aucune raison de se priver de venir quand c'est le top pour lui, qui fait super beau, que ceci, que cela. Il n'y a rien qui va l'attirer sur les ailes de saison, par exemple. Donc, servez-vous de ces différentes saisons pour faire en sorte que les gens viennent parce que le prix est un petit peu moins important.
ou parce que vous offrez un petit cadeau quand on vient en moyenne ou en basse saison, ou parce que vous offrez, je ne sais pas, le dimanche soir, quand on prend le vendredi et le samedi, quand on est au mois de novembre. Vous voyez, ou un départ tardif. Voilà, il y a plein de moyens de faire plaisir aux gens et d'avoir un tarif qui propose soit quelque chose en plus, soit un tarif qui est différent. Après, identifier vraiment les événements locaux. Ça, on passe complètement à côté. Et derrière identifier les événements locaux, c'est aussi, je vous invite à le faire, c'est d'aller justement voir les organisateurs ou voir vos offices de tourisme ou vos communes en fonction de qui gère l'événement pour leur dire, moi, j'ai des hébergements, je vais pouvoir en parler. Et puis vous avez calqué aussi votre possibilité d'hébergement par rapport à l'événement. Vous pouvez aussi leur dire, moi, normalement, pour cet événement-là, j'ai un tarif qui est un peu élevé, mais s'ils viennent par votre biais, je reviens à mon tarif de base, entre guillemets. Hein. Et donc, avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir ensuite définir et votre grille tarifaire, vos conditions, et donc ce que j'appelle moi les conditions de réservation. C'est-à-dire quand est-ce qu'on peut réserver telle ou telle chose, et puis qu'est-ce que je demande? Est-ce que je demande juste un acompte de combien? Est-ce que je demande le paiement de l'intégralité? Est-ce qu'ils pourront annuler ou pas et dans quelles conditions? Ça, c'est vraiment les choses que vous allez pouvoir travailler quand vous faites cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vous ai endormi? Non. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de questions qui me viennent à l'esprit particulière. Après pour ceux qui sont dans l'open system, je pense que vraiment, n'hésitez pas à aller aussi solliciter Christophe pour qu'il vous montre comment justement mettre en place très concrètement ce que vous voulez faire. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez fait ce travail amont de définir, moi, du temps au temps, je suis sur tel type de tarif et mes conditions, c'est ça. Et après, vous allez le voir et vous lui dites, voilà, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que tu puisses me montrer comment on fait, comment on actionne telle et telle chose. Moi, j'ai vraiment apprécié votre intervention, c'est très riche. Je n'ai pas de questions tout de suite. Par contre, j'ai une problématique que je suis en train d'essayer de traiter, c'est on a deux cibles de clientèle. On a les groupes et des familles. Les groupes, ils réservent plutôt à l'avance. Bon, ça nous arrange. Mais malheureusement, on a aussi des familles, plutôt des personnes âgées, qui réservent aussi à l'avance. Et en fait, en réservant à l'avance, ils nous empêchent de développer une offre groupe, parce qu'ils prennent un gîte, 2 gîtes, là où on pourrait louer l'ensemble du village. Voilà. Et ça, je ne sais pas encore comment traiter cette problématique. Alors, sur la chambre d'hôte, on peut se retrouver confronté à une situation qui est assez similaire, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin de faire des haltes, en général, ils réservent longtemps à l'avance, leur vendredi soir ou leur samedi soir, de préférence quand c'est un 13 juillet, par exemple, comme ça, ça crame bien le week-end prolongé du 14 juillet. Oui, très bien. Oui. Et pareil, quand on a 2, 3 chambres, et bien une fois qu'on a eu maman, papa et les enfants qui nous ont pris nos 2 chambres, quand arrivent les vacanciers qui s'y prennent un peu plus tard et qui veulent réserver une semaine en arrivant du temps, on se retrouve coincé. Donc, il y a selon moi différentes façons de faire, c'est-à-dire d'étudier et d'analyser où est-ce qu'on a, encore une fois, le plus de rentabilité ou en tout cas le plus de ventes pour pouvoir préserver
le plus longtemps possible, en fait, une capacité d'accueil de groupe. Et puis de se fixer que, dans l'exemple que je vous cite, en général, on libère sur les zones comme ça un peu tendues en termes de demande. On va se dire, bon, ben moi, jusqu'à 1 mois, je ne prends pas si les gens ne me réservent pas 2 nuits minimum ou 3 nuits minimum. Je pense qu'il faut arriver à identifier, est-ce que c'est 3 mois à l'avance ou est-ce que c'est… voilà, à quel moment je vais lâcher parce que les groupes ne se seront pas positionnés. Si vous savez que les groupes se positionnent 6 mois avant l'événement, ben, vous savez, c'est l'histoire de ma courbe de tout à l'heure, vous savez par rapport à la date de l'événement que jusqu'à 6 mois, ben, vous ne vendrez pas en fait à des familles. Et seulement à partir des 6 mois, vous lâchez pour avoir de la location sur 1 ou 2 hébergements. C'est selon moi une des façons de faire. Et puis après, c'est plus sur le comportement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où c'est plutôt un profil qu'un autre et du coup de voir lequel on va privilégier. Je reprends encore mon exemple parce que du coup c'est plus facile de vous partager mon expérience. En hors saison, moi j'ai plutôt une clientèle professionnelle. Les tarifs sont bien sûr un peu moins élevés que les tarifs loisirs tourisme pour coller aussi aux problématiques de leur remboursement, eux, de frais de déplacement. Je sais qu'en hors saison, je vais les laisser me bloquer des dates longtemps à l'avance parce que quelque part, ça ne va pas venir me phagocyter une capacité d'accueil loisir. Par contre, quand on est en saison, je n'ai plus les mêmes conditions de réservation pour les pros. Parce que sinon, je risque d'avoir comme ça, là, 2-3 nuits bloquées qui éventuellement peuvent être annulées au dernier moment parce que mes conditions d'annulation sont celles-là et je n'ai pas envie. Donc, je leur dis, ben, par contre, là, on est avec une réservation ferme à X jours avant de venir. Alors, bien sûr, il y a toujours des arrangements, on reporte, etc. Mais au moins, ça permet de sécuriser. Parce que je sais que mon profil de clientèle, c'est plutôt pro en hors saison et loisirs, tourisme en saison. Vous pensez qu'OpenPro peut me permettre de fermer à certains publics, par exemple les familles, l'accès à la réservation jusqu'à 3 mois avant? OpenPro peut le permettre? Je pense qu'il faudrait voir avec Christophe, mais à mon avis, il faut créer des produits différents. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, l'aspect de privatisation. C'est-à-dire que si vous avez des groupes et que vous savez que minimum, le groupe, il va vous réserver, je ne sais pas, 5 de vos gîtes. Ben, la famille, si elle voit que la réservation sur une période donnée, c'est minimum 5 gîtes, une capacité d'accueil de temps, ben, elle ne pourra pas réserver pour 4 personnes. Ou alors, banco, elle réserve et puis de toute façon, elle vous paye pour le tarif du groupe. Okay. À mon avis, c'est à travailler par le biais du produit. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les chambres d'hôtes là qui sont cabanes, spa, etc. et qui en été ont mis que c'était 5 nuits minimum. Et bien eux, très clairement, il y a un produit chambre d'hôte à la nuitée pour une partie de l'année et il y a un produit chambre d'hôte à la semaine ou à 5 jours pour une autre partie de l'année. Donc, le couple qui a envie d'une nuit romantique un samedi soir du mois de juillet, eh ben, il va arriver sur le système, on va lui proposer quelque chose qui va valoir 5 fois plus parce que c'est minimum 5 nuitées. Après, s'ils ont envie de le prendre, et dire tant mieux. Et sinon, ils se rendent bien compte que ce produit-là n'est pas adapté à eux. Je pense qu'il faut, à mon avis, par le biais du produit, ça peut être intéressant. Privatisation, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, privatisation minimum temps. Là, je pense que… Mais bon, à voir après avec Christophe qui maîtrise beaucoup mieux que moi l'outil. Mais je pense que le produit, c'est un moyen d'aller s'adresser à la bonne clientèle.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y avait des choses dans le... Non, après, c'était plus des réponses. Enfin, nous, on était sur comment est-ce que chacun faisait ses tarifs. Et Marie indiquait pour la Goulapi de regarder les périodes types où les groupes aiment séjourner. Mais c'est finalement, ça se recoupe avec ce que vous avez donné comme réponse. Après, moi, je me permettrais juste quelques tout petits compléments en ayant la casquette, on va dire, office de tourisme par rapport aux grands événements où nous, du coup, on a comme on propose un pack partenaire, on propose aussi un pack partenaire grands événements, réseaux, etc. Donc, du coup, nous, on a identifié plusieurs grands événements à différentes échelles. Donc, ça, c'est visible sur notre site internet si jamais vous ne saviez pas, on va dire, par quel bout prendre la chose. Après, on a aussi... alors, je sais que sur Amber Livrador Forez, on le fait. Ma collègue Audrey, cette année, je crois, voire peut-être l'an dernier, a mis en place une sorte de tableau en lien avec justement les grands événements. Il y avait les grands événements auxquels on a proposé un pack et il y avait d'autres événements qui sont plus ponctuels. Je pense à la finale des rallyes, par exemple, ou le trial, je crois, sur le secteur d'ALF. Et en fait, elle avait contacté tous les hébergeurs pour pouvoir avoir leur disponibilité. Parce qu'on sait que ceux qui ont Open Pro et qui remplissent bien leur calendrier, on va avoir la disponibilité sur le site en direct, sur notre site MDT, vacances-livradois-forest.com en direct. Mais après, c'est pas toujours à jour, malheureusement. Donc, elle leur avait passé un coup de fil. Nos saisonnières avaient refait un peu le tour dans l'été, parce qu'il y a certaines périodes où, notamment la finale des rallyes, on est arrivé à du plus que rouge et vraiment compliqué pour les touristes, sans vouloir participer à cet événement, à trouver de l'hébergement un peu au dernier moment. Et puis après, autre info hyper importante, c'est que si, suite à cette formation, vous décidez de vous pencher un petit peu plus sur vos tarifs, n'oubliez surtout pas de deux choses. Ou du moins deux plateformes, je dirais, sur lesquelles les mettre à jour, c'est-à-dire Open System si vous l'avez. Donc en jouant avec éventuellement les réductions, les jours, etc., etc., toutes les informations et les petits conseils qu'a pu nous donner Véronique. Et pensez bien aussi à les reporter sur Happy-Day. Donc Happy-Day, c'est notre base de données et donc les liens que vous avez reçus régulièrement si vous n'avez pas encore répondu. Les liens qu'on vous envoie pour mettre à jour vos fiches. Parce que du coup, nous, c'est important qu'on ait bien ces infos. Après, à savoir que nous, sur le principe, on peut mettre absolument autant de types de tarifs qu'on le souhaite. On a en fait soit un mini maxi et puis après on a en fait à chaque fois une zone de texte, on va dire qu'on peut mettre très très grande. Après l'idée c'est pas non plus de noyer on va dire les personnes, mais voilà, pour qu'ils puissent avoir quand même les informations, c'est pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de tarifs différents, notamment pour ceux qui sont Gîtes de France. C'est souvent que Gîtes de France pardon, a un site à mettre des tarifs différents selon les vacances scolaires. Les vacances de Noël sont parfois même prix que la très haute saison. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Ça fait beaucoup de texte, mais c'est important quand même voilà, que vous affichiez bien correctement tous vos tarifs. Voilà. Donc, bien le mettre sur Happy-Day via le lien qui vous a été envoyé par mail et surtout, bien le mettre sur Open System, pardon. Parce que les deux, malheureusement, ne communiquent pas. Et bien penser aussi par la même occasion à ouvrir votre calendrier 2024 et donc bien mettre des tarifs 2024. Parce que ça, on se rend compte que souvent au mois de janvier, on se dit « Ah mince, c'est bizarre » quand on fait des tests, par exemple, sur le site internet pour voir s'il y a une disponibilité sur la semaine 12, enfin peu importe. On se rend compte que non. Et après, on essaie sur la semaine 13, 14 et on voit que toujours pas. Et là, on se dit « C'est étonnant quand même, on va dire. » Donc, c'est souvent que le planning n'a pas été ouvert. Donc, pensez bien à ça. Surtout, et pour compléter, Mégane, c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui commencent à réfléchir à leurs vacances à l'avance
C'est-à-dire que si on ouvre trop au dernier moment, ces gens-là, ils ont peut-être déjà soit réservé, soit en tout cas plus ou moins sélectionné l'endroit où ils veulent aller. Et ça, c'est dommage. Par contre, c'est vrai qu'il faut, dans le texte, que la personne puisse savoir à quoi s'attendre, à minima une fourchette de prix, quoi. Une fourchette de prix et de dire X% de remise ou de dégressif sur la 3e nuit, la 10e nuit, etc. C'est toujours intéressant. Après, oui, comme le dit Fabrice, en effet, ça fait énormément de paramétrage sur les outils. Sur Rapidae, à la rigueur, je me dis que c'est peut-être moins important d'avoir le détail. En fait, ce qui va... je parle surtout des personnes qui sont sous l'OpenEdit. Si je dis pas de bêtises, je pense que la plupart des participants le sont, peut-être pas tous, mais la plupart. C'est vrai que c'est surtout l'outil Open System, je vais y arriver. Open System qui est hyper important parce qu'en fait, ça va être ce qui va déterminer le tarif quand la personne va interroger le système en disant bah moi je veux venir du 10 juillet au 17 juillet et du coup c'est surtout ça qui est important parce qu'en fait le tarif qui est affiché sur la fiche de l'hébergement il est plus à titre indicatif, on va dire. Ça permet peut-être de faire un premier pré-tri en disant bah non, celui-ci, le tarif est vraiment trop cher, donc je vais l'éliminer. Mais ce qui compte, c'est surtout OpenEdit. Happydae, si on a un mini maxi, si vous ne mettez pas tout le détail, c'est pas dramatique non plus. Mais au moins, voilà, Open System, hein, vraiment, je crois que j'ai encore dit OpenEdit, Open System, c'est vraiment ce paramétrage-là qui peut en effet prendre vraiment du temps et se poser pas les bonnes questions, mais je veux dire, voilà, de savoir quelle période, on va dire, vous privilégiez pour avoir un tarif supérieur. Ouais. Après, c'est vrai qu'on voit dans les commentaires qu'il y a souvent cette notion de travail de paramétrage. C'est vrai que c'est plus facile forcément hein, quand on l'a préparé à l'avance et qu'on sait qu'on n'a plus qu'à saisir nos périodes et à rentrer le tarif en face. Il y a moyen aussi de le faire de façon un peu automatique quand on est bien guidé et qu'on fait la chose 2-3 fois un peu aiguillé par Christophe. Parce que moi, pour avoir utilisé Open System un petit moment, autant au début, c'était un peu la galère parce que j'avais l'impression de réinventer le truc à chaque fois, autant après, vous percevez vite qu'est-ce qui vous permet d'aller vite en fait dans la façon de paramétrer. Hein. Il y a un moyen de récupérer les historiques de tarifs, vous n'avez plus qu'à changer soit votre chambre, soit votre type d'hébergement. Il y a moyen de faire pas du copier-coller, mais un petit peu quand même pour vous aider à le faire. Pensez aussi à bien tester quand vous avez saisi vos tarifs, à faire le test de tiens, pour valider que ça correspond bien à ce que vous avez saisi. Et honnêtement, sur Open System, bien guidé par Christophe, on peut gagner du temps sur justement ce gros travail de paramétrage. Pour l'avoir pratiqué intensément ces derniers jours, après 3 jours d'entraînement de compréhension, en moins d'une demi-heure, on arrive à rentrer tous les tarifs sur OpenPro par gîte. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Oui, après, c'est aussi tester des choses. Et comme dit Véronique, en effet, c'est hyper important après de faire des exemples ou des tests pour voir si, notamment si vous mettez en place, parce que si je me souviens bien, il y a aussi des choses autour des promotions en pourcentage, etc., etc. Et du coup, bien tester que ça n'apparaisse que sur telle ou telle semaine, enfin voilà, des choses comme ça parce que voilà, pour le coup, si le paramétrage qui est en effet long, mais s'il est bien fait, le client, il faut vraiment qu'il ait le tarif qu'il va payer et qu'il n'y ait pas un différentiel entre ce qui lui a été annoncé et ce qu'il payera vraiment, parce que là, ça peut créer plein de choses, de la frustration ou une perte de gain, enfin pas de gain, mais de chiffre d'affaires. Voilà, ça. Donc, ouais. Voilà. Bon, bah, du coup, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que du coup
on reste, on va dire, là-dessus. Après, je recommencerai un petit peu les enfin, pas vérification, mais je vous appellerai d'ici, on va dire, les 15 jours, 3 semaines, pour voir si vous avez eu le temps après de vous imprégner, on va dire, un petit peu de tout ça et de potentiellement avoir fait des modifications derrière. Et voilà, pour voir s'il y a des questions aussi qui ont pu émerger après coup. Donc d'ici, oui, je pense 2-3 semaines à peu près. Oui, de toute façon, on reste en contact avec Mégane. Si entre-temps, vous avez des questions qui émergent, vous les faites remonter. Pour ceux qui regarderont cette session en replay, s'ils ont des questions, c'est aussi, il ne faut pas hésiter à nous le faire remonter aussi. Hein. Moi, je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions, même si vous ne sont pas là aujourd'hui. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.